Allez, allez, s'il te plaît, marche. Allez. Oh putain de merde! Allez SQL, y a plus d'erreur là, normalement. Allez. Putain, mais pourquoi? Mais bien sûr! Ça... Oh, j'ai la lumière dans la gueule. Putain. Ok, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Open Chicken, je suis Vincent et je te parle comme d'habitude de ma formation chez Open Classroom. Alors, pour commencer, je viens de me rendre compte en préparant tout mon studio là, que ma lampe Sangoku ne marche plus, ça me rend triste parce que bah ça faisait joli, donc faudrait que je me paye un décor un jour. Aujourd'hui, on va parler du P7, alors le P7 Hokong, enfin le P7, ça fait un moment que la vidéo du P6 est sortie, ça fait 3 mois peut-être. Donc on y est enfin, on va commencer, voilà c'est génial. Donc ça va être une vidéo en deux parties. La première c'est ce que tu regardes, ça va être la partie sur le back-end. Aujourd'hui on va parler que du back-end, c'est déjà assez long, il y a beaucoup de choses à dire. Et encore je vais pas rentrer dans les détails. Donc vidéo du back-end, la vidéo du front elle arrivera d'ici une dizaine de jours. Entre temps je passerai ma soutenance, donc je pourrais te dire dans la prochaine vidéo si j'ai réussi ou non, voilà suspense, on va voir la prochaine vidéo. Bref, on est parti aujourd'hui pour le back-end et donc j'expliquerai pourquoi avoir commencé par le back, mais on peut tout à fait commencer par le front. Alors avant qu'on commence, petite chose, on va motiver les troupes, voilà, pose-toi 2 minutes et t'as vu, respire et je tiens à te dire une chose, c'est félicitations. Pourquoi? Parce que là, si tu en es au P7, c'est que tu as déjà validé tous les autres projets. C'est incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, c'est normal, mais tu peux être fier de toi. Regarde, rappelle-toi où t'en étais quand tu galérais avec le P2 à faire ton responsive et tout, les images, c'était le bordel. Je suis passé par là. T'as pas fini d'en chier parce que le P7 il est pas facile, mais voilà, rappelle-toi. Tout ce que tu as appris, CSS, JavaScript, Node, depuis tout le chemin que tu as parcouru, là tu en es à la fin, dernière ligne droite, donc vas-y, motive-toi, courage à toi, et eh bien j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Alors, dans cette vidéo, alors déjà, comme d'habitude, mon repo sera en description, voilà, j'ai déjà expliqué c'était quoi l'intérêt, je vais pas me répéter. Je vais faire le sommaire, et puis ensuite on va attaquer. Donc aujourd'hui, on va commencer par présenter le P7, ce qui était attendu, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait apprendre, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais montrer ce que j'ai fait, le front, hein, même si c'est une vidéo sur le back, je vais montrer ce que j'ai fait pour que vous sachiez, vous voyez un petit peu ce qui est attendu. Bien que le design soit libre, c'est pour avoir une idée. Je vais expliquer, on va parler de pourquoi commencer par le back-end, comme d'habitude, hein, c'est mon point de vue, c'est pas une vérité générale. Je vous parlerai également l'astuce, dans chaque vidéo il y a toujours l'astuce du siècle qui vous permet de vous aider à faire votre projet du mieux possible. Je vais vous donner une vidéo qui sera impérativement un projet à faire impérativement avant le P7. C'est pas long, ça vous prendra 2 jours et ça va vous faire gagner un temps fou pour le P7, vous allez tout comprendre. Donc on parlera de ça. Et ensuite, eh bien, on rentrera dans le vif du sujet. On va parler de Node avec Express, donc faire des rappels sur le P6, comment est-ce qu'on organise ces fichiers, des astuces sur VS Code pour mieux coder, et puis on va s'attaquer aux fichiers, au dur, on va voir les routes, on va voir les contrôleurs. Tu sais que comme d'habitude, moi j'essaye de trouver le juste milieu entre est-ce que je mâche le travail, non, mais en même temps, il faut bien que je montre un peu de quoi je parle. Donc je vais montrer 2-3 trucs. Le but c'est voilà, d'expliquer ce qui était attendu, bien comprendre ce qu'on doit faire. On va parler d'SQL parce que la grosse nouveauté de ce projet c'est SQL, beaucoup de choses à dire sur SQL, vraiment beaucoup de choses. On verra comment tester les requêtes, on parlera de toutes les dépendances qui vont avec Node, hein, JSON Web Token, Bcrypt, Multer, qu'est-ce qu'il y a d'autre, toutes ces choses là quoi. Donc voilà, allez, eh bien on va pouvoir commencer la vidéo, on va se retrouver sur l'ordinateur, on va quitter la 4K, on va retourner sur une bonne webcam de merde. Donc eh bien allez, c'est parti, générique. Ok, alors je suis de retour, magie du montage. Donc, qu'est-ce que c'est que ce P7 concrètement? Eh bien, on peut voir sur la page, la page du projet sur Open Classroom. En gros, ce P7, on doit créer un réseau social. En gros, ça va être la concrétisation de tout ce que tu as appris depuis le début de ta formation. Il y a du front, comme on a appris au P5. On doit faire le back également, comme on a appris au P6. On doit gérer l'accessibilité comme on a appris au P4, on doit gérer le responsive, faire le design et l'intégration comme on a fait au P2 et P3. C'est vraiment une fusion de tout ce qu'on a appris. Et en plus de ça,
eh bien il faut remplacer Mongo par SQL, et en plus de ça, et c'est la grosse difficulté, en tout cas c'est la grosse nouveauté, il faut impérativement utiliser un framework JS pour ce projet. En fait, jusqu'à présent c'était pas obligatoire, c'était facultatif, mais on voit là qu'à partir du 1er novembre, eh bien il va falloir utiliser un framework. Donc c'est pas la première fois que Open Classroom change. En gros, j'ai fait une vidéo pour dire que c'était une hérésie de finir la formation sans avoir fait de framework, et depuis, alors je sais pas si c'est lié ou pas, mais ils ont corrigé ça, et l'utilisation d'un framework est obligatoire, donc tant mieux. Si tu ne sais pas quel framework utiliser pour ton PC, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher quelque part en description sur quel framework choisir en fonction de ce que tu veux faire. Moi j'ai pris React, mais ce n'est pas le seul choix possible. Donc on nous dit qu'il faut utiliser un framework, on nous dit ce qu'on va devoir faire, voilà, Groupomania, c'est le nom du réseau social. On nous dit que voilà, on va devoir pouvoir écrire des publications avec des médias comme des GIFs ou bien d'autres, et que des gens pourront écrire, commenter, partager, bon voilà. On nous dit, bon, plein de blabla, hein, voilà, on nous dit qu'on va devoir passer par SQL pour les bases de données. SQL, il y a beaucoup de choses à dire, je pense que ça va être le gros de la vidéo. On nous dit que voilà, il faut utiliser un framework front-end. Et puis, ah oui, très important, on nous dit qu'on va construire un MVP. Et ça, c'est très important, un minimum viable product. En gros, c'est une version alpha de votre... c'est un premier jet, c'est un brouillon. Alors, il faut que votre projet soit fonctionnel, mais c'est un MVP. Et en fait, ça va être l'excuse lors de votre soutenance. Si votre mentor vous dit... ah mais je vois que t'as pas fait, c'est pas très optimisé et tout, vous dites hop, bah c'est MVP, donc bah c'est voilà, hein, c'est voué à être amélioré, donc il faut quand même que tout marche et que tout soit propre, mais faut pas oublier qu'on fait un MVP. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va être notre premier projet où on va travailler avec un framework, le code va forcément être un code poubelle, donc on va pas commencer à mettre des features de malade, des trucs de foot partout, on va pas implémenter des trucs compliqués sur un code de merde, on fera ça sur un autre projet quand on aura déjà un peu plus d'expérience et qu'on aura une base de code propre. Là on fait un MVP, donc très important, et je vais en reparler. On se contente de faire ce qui est fait et on se perd pas dans des fonctionnalités qui sont un peu qui servent à rien. Voilà, MVP, on pense MVP. Ensuite voilà, on nous dit que pour la soutenance, donc moi la soutenance comme j'ai dit je l'ai pas encore passée, je la passe d'ici une semaine. Donc pour ma prochaine vidéo, la vidéo sur le front, vous saurez si je l'ai réussi et je pourrai du coup vous parler de la soutenance. Mais en gros, comme d'habitude, 20 minutes où on échange jeu de rôle, élève direct, enfin développeur, directeur, et après un petit retour, il vous pose des questions, voilà. 30 minutes, 20 minutes pour faire un monologue, c'est vraiment... on aura largement le temps de parler de tout ce qu'on veut, on n'aura même pas le temps de parler de tout. Donc voilà, on nous donne également les guidelines. Donc moi je les ai ouvertes ici, on les regardera après, et les logos. Les logos c'est la seule chose qu'on nous donne, tout le reste, le design, c'est nous qui le créons, on est libre, hein, c'est marqué quelque part, faudra lire, on est libre de faire ce qu'on veut. Au niveau du cours, il y a 2-3 petites choses à dire. Alors déjà, on nous recommande de faire l'application avec Vue, si vous voulez partir sur Angular ou Ember ou React, vous suivrez les cours qui vont avec, qui vont bien. Et enfin, alors là c'est marrant aussi, parce que de la même manière qu'ils ont changé leur consigne par rapport au framework après ma vidéo, ils ont changé également le cours qui est ici jusqu'à présent. Le cours sur SQL, vu qu'on va faire du SQL, qui était recommandé, c'était un cours de 40 heures, qui est indexé hein, dans les cours sur Open Classroom, un cours SQL de 40 heures, super pointu, assez vieux, que du texte, pas de vidéo, rien, super chiant, qui rentre trop en profondeur. Et moi je m'en suis plaint entre guillemets dans ma dernière vidéo que je te mets en lien encore une fois quelque part, où j'ai dit qu'il y avait un cours beaucoup plus simple qui suffisait pour ce projet, c'était le cours SQL qui dure 6 heures. On voyait juste ce qui était suffisant pour faire le projet, et que donc, eh ben, ça servait à rien de perdre du temps sur un cours de 40 heures hein, imbitable, alors qu'on avait un cours beaucoup plus simple. Donc, depuis, est-ce que c'est un complot ou pas, je sais pas, mais ils l'ont mis à jour, et c'est tant mieux. Donc, on suivra ce cours, mais vous voyez, moi je l'ai pas suivi en entier, il est très bien, hein, mais je vous recommanderais une autre chaîne YouTube. Vous savez que moi j'aime bien apprendre avec des chaînes YouTube françaises, donc je vous recommanderais une chaîne YouTube qui m'était très utile, excellente, pour apprendre SQL. Donc, on va aller voir du coup au niveau des guidelines. Les guidelines, donc c'est ce qui est ici. On a un PDF, on nous parle de l'entreprise fictive, hein, c'est du blabla, c'est de la merde, on s'en bat les couilles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre périmètre. Voilà, c'est ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'on va devoir respecter comme exigence? La présentation des fonctionnalités doit être simple. Donc on pense MVP, voilà, on n'est pas là pour faire des choses compliquées, on fait un truc simple, MVP, voilà, ça va être tout le long MVP de toute façon. La création d'un compte doit être simple et possible depuis un téléphone mobile. Donc création de compte en mode MVP, on n'est pas là... Alors après, tu as le droit, si tu veux faire une création de compte compliquée où chaque utilisateur peut avoir une bio, des centres d'intérêt, tu peux
mais c'est pas demandé, donc ne perds pas de temps si tu es pressé sur ces choses-là. Et possible depuis un téléphone mobile, donc on bosse le responsive, hein, comme on a fait pour le P2 et P3. Chaque profil doit contenir très peu d'informations pour que la complétion soit rapide. MVP, hein, on pense MVP. La suppression d'un compte doit être possible. Alors là, je vais m'étendre un petit peu. Donc là, on peut supprimer le compte pour le projet, mais dans un projet réel, on supprime jamais un compte parce qu'il faut toujours qu'on puisse garder les données. Même s'il supprime son compte, il faut qu'on puisse les ressortir à cause, enfin grâce ou à cause, peu importe, de la loi réglementation générale, la RGPD là, qui est entrée en vigueur il y a 3-4 ans. Même si la police fait une réquisition et qu'ils veulent avoir des données sur je sais pas, un pédocriminel, j'en sais rien, il faut qu'on puisse continuer à stocker les informations, même d'un compte qui a été supprimé. Donc, supprimez si vous voulez, mais en vérité, on désactive un compte, et en fait, c'est pas très compliqué à faire, on verra comment faire, peut-être j'en parlerai quand on sera sur la partie SQL. L'accès à un forum où les salariés publient des contenus multimédia, et des textes et des contenus multimédia, hein, c'est les mêmes choses, doit être présent, donc c'est comme on parlait pour 9gag ou quoi, c'est un réseau social où on publie, voilà. On doit pouvoir commenter, les users doivent pouvoir facilement repérer les dernières participations des employés, il y aura un fil d'actualité quoi, et ce que je n'ai pas encore fait du coup, mais que je vais faire pour la prochaine vidéo quand on parlera du front, il faut qu'il y ait un modérateur qui puisse avoir plus de droits, des privilèges pour supprimer, modérer des commentaires, des posts qui seraient pas conformes. Maintenant qu'on a parlé de ce qu'il faut faire, je vais vous montrer moi ce que j'ai fait. C'est une vidéo sur le bac, je montre très rapidement pour qu'on visualise un petit peu ce qu'il faut faire. Inscription, connexion, moi j'ai créé un user pour la vidéo, donc on se connecte. Bien sûr il y a plein de choses qui sont faites au niveau du front, de vérification, de mail et tout. On en parlera plus tard. On est connecté, on arrive sur un réseau social, c'est la seule page hein, quasiment. On a les dernières publications qui sont triées en fonction de la date, sachant qu'on parlera pour le front, mais il y a une façon très simple de faire, là si j'écris bonjour, il y a une façon très simple de gérer les dates comme ça, on en parlera quand on parlera du front. On peut commenter. Voilà, j'écris n'importe comment. Bon, j'ai pas fini encore les images, c'est pour ça que là il n'y a pas d'image et là il n'y a pas d'image. Ce sera fait pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. On peut commenter, on peut mettre un like, voilà, c'est en bleu. Bien sûr, d'autres personnes peuvent liker. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Et puis, il faut qu'avec un texte, on puisse mettre une image. Donc, moi, ce que j'ai fait, voilà, je rajoute une image. Le truc, il est en orange. Et on envoie. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, et on peut commenter, et on peut mettre des likes. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Et il faut ensuite qu'on puisse éditer son profil. Donc moi, j'ai mis comme quoi on pouvait éditer le prénom, le nom. L'email, on n'y touche pas. Soit on enregistre si on modifie. Testons ça, pourquoi pas. Et soit on désactive le compte. Voilà, si j'enregistre, on voit que... Testons ça, c'était mis à jour. Bon, ici, non, pas encore, mais voilà, ça sera réglé pour la prochaine vidéo. Donc, voilà ce qu'il fallait faire. Ce qui est important de voir, c'est que là, ici, il y a tout qui fonctionne. Les routes pour mettre des likes, les routes pour déliker, hein, on voit que le like il a disparu. Les routes, bon, j'ai pas montré parce que ça serait un peu trop long, mais pour supprimer des posts, les routes pour mettre des commentaires, les routes pour créer des posts, les routes de connexion qu'on a vu. Il y a aussi l'inscription qui fonctionne. Voilà, toutes les routes fonctionnent. Et en fait, c'est ça qu'on vous demande de faire pour ce back-end, c'est créer l'API et donc les routes et les controllers. Je vais juste préciser pourquoi est-ce que moi j'ai commencé, enfin je recommande de commencer par le back. C'est ma vision des choses, on peut commencer par le front. En fait, on pourrait commencer par le front, ça poserait pas de problème. On pourrait très bien créer, voilà, créer tout le site et puis mettre de la fake data, le temps d'avoir les vraies données et faire les appels API quand on aura créé le back-end. La seule chose, c'est que ça implique d'avoir créé les maquettes de son projet. On ne crée pas son design en même temps qu'on code, c'est impossible. Il faut forcément, alors pas besoin de se faire compliqué, hein, on peut prendre des maquettes sur Pinterest ou même recopier Facebook, hein, peu importe. Mais c'est important d'avoir une maquette à suivre. Ça permettra de savoir quel composant on va utiliser pour le front, qu'est-ce qui va être réutilisé, bref. C'est un gain de temps de malade. Donc je vous conseille de commencer à faire le back-end. Simplement aussi, je trouve que c'est plus logique de commencer par faire les plans d'une maison avant de la construire. Le truc maintenant, c'est que si on commence à coder notre back-end, il faut qu'on ait une idée très précise de ce qu'on va faire. Il faut qu'on sache à l'avance quelles routes vont être émises depuis le front. Donc il faut savoir tous les appels API qui peuvent être faits, il faut savoir quel type d'objet on va stocker en base de données pour créer les requêtes. Donc ça implique de créer en amont toute la structure. Alors pour ça, en fait, c'est pas très compliqué, il suffit de réfléchir à qu'est-ce qu'on va stocker en base de données et de créer les routes CRUD pour chaque objet.
on sait qu'on va créer des posts, donc on va créer une route pour créer un post, le supprimer, le mettre à jour et get les récupérer. Pareil pour les commentaires, pareil pour les users, en fait c'est ça qu'il faut faire. Cependant, si ça ne vous paraît pas encore assez clair et que vous n'avez pas encore une vision assez précise de comment créer le back comme ça à partir d'un code vide, d'un code vierge, je vous recommande, et là c'est l'astuce de la vidéo, je vous recommande de suivre cette vidéo, la vidéo de From Scratch. Alors From Scratch, j'en ai déjà parlé, c'est une chaîne qui est incroyable, mais cette vidéo là en particulier, elle est géniale, parce que en fait, vous codez en même temps que From Scratch tout le back-end d'un petit réseau social. Exactement ce qu'on vous demande de faire pour le P7. Donc la seule différence, c'est que c'est un projet qui sera fait avec Mongo. Mais en fait ça change rien, parce que c'est juste la seule chose qui va changer, ça va être les requêtes. Toute l'organisation des fichiers, c'est-à-dire les routes, les middleware, les controllers, tout ça, le app.js, tout ça, ça va être similaire. Donc faire ce projet, ça va vous permettre de faire un projet plus dur que le P7, mais vous allez y arriver parce que vous le faites avec le youtubeur. En plus, 4h30, on pourrait croire c'est long, mais en 2 jours c'est fait quoi. Si vous faites que ça, c'est largement fait en 2 jours. Et vous allez tout voir. Tout ce qui va être compliqué, les bcrypt, les multers. Voilà, multer c'est compliqué quand on tâte pour la première fois pour gérer les images. Dissolve Web Token, comment marche Postman, enfin toutes ces choses là, créer les routes, créer des routes efficaces, comment vérifier quand on fait des appels API, mettre les middleware au bon endroit, mettre les bons fichiers controllers, faire les bonnes routes. Enfin, tout ça, vous allez apprendre, si c'est pas encore clair avec le P6, vous allez y apprendre dans cette vidéo. C'est pas long, c'est que du back et c'est voilà, Node, Express, Mongo. En plus, ça vous permettra de savoir si vous préférez Mongo ou SQL. Parce qu'après vous referez quasiment le même projet en SQL. Donc moi je vous recommande vraiment cette vidéo, j'insiste, hein, on va voir mon code après. Mais une fois que vous avez fini de regarder ma vidéo, et que vous voulez commencer le P7, commencez par faire ce projet, ça va vous être d'une aide immense. Vous aurez une vision beaucoup plus globale de ce que vous devez faire pour ce P7. Allez, j'en ai assez parlé, on va passer au code. Alors, première chose, ce qui est une bonne pratique, c'est comme pour le P6 et pour le P5, créer un dossier back, un dossier front. Donc nous on va ouvrir que le back pour l'instant. Tu vois l'organisation typique d'un projet Node. Hey, c'est Vincent du montage. Bon, petite précision, tu vois que ça ressemble beaucoup à l'arborescence de fichiers qu'on avait pour le P6. C'est normal, par contre, on n'a pas de dossier models, car les models, rappelez-vous, c'était avec les schémas de MongoDB. Là, on est avec SQL. Deuxièmement, c'est vraiment, je précise au cas où, vous devriez le savoir, mais on initialise un projet Node en faisant un npm install dans la console, ce qui fait qu'on va télécharger tous les Node modules et ce qui va nous créer les fichiers package lock et package JSON. Voilà. Tu n'es pas obligé d'avoir exactement pareil, mais tu auras forcément un dossier middleware, un dossier route, un dossier controllers et un dossier Node module et au moins un serveur ou un app.js. Moi j'en ai 2 parce que comme pour le P6 on en fait 2, mais c'est possible de tout rassembler dans un seul fichier. Ça doit ressembler à ça un projet Node. Si là, à partir de là, vous comprenez pas qu'est-ce que c'est que le dossier contrôleur, qu'est-ce que c'est que le dossier route, je vous invite à revoir le cours que je mettrai quelque part encore en description et sur la vidéo et dans les fiches, sur le cours Open Classroom, créer une application Node, Express et bon Mongo, peu importe, mais Node et Express. C'est très important si vous comprenez pas. Allez revoir ce cours et allez faire le cours, le projet de From Scratch et ça vous semblera beaucoup plus clair. 2 petits conseils avant qu'on commence à regarder un petit peu le code. On voit que pour mes routes, en fait souvent route et controllers c'est les mêmes fichiers. On a un fichier auth, command, post et user. Là j'ai pareil. Donc une bonne chose à faire je trouve c'est de renommer les fichiers des routes avec un petit route avant le .js et pareil pour les contrôleurs. Ça permet en fait quand vous aurez plein de pages ouvertes, vous aurez un post.route.js et pas un post.js et là un post.js et vous allez vous perdre, c'est juste plus clair et là comme ça on se dit ouais bon ça dure une seconde mais quand le projet vous le faites pendant un mois, je peux vous dire que ça fait gagner un peu de temps, c'est plus agréable. En plus ça permet d'avoir une petite icône sympa là, bon c'est avec une extension mais c'est une bonne pratique. Également autre chose, vous allez forcément devoir lancer et le front et le back. Donc ce que je recommande de faire, c'est de renommer vos terminaux. Renommer le terminal du front en l'appelant front et back en l'appelant back. Hey, c'est encore moi, donc on voit pas sur la vidéo parce qu'il y a ma grosse tête qui cache, mais vous avez le terminal en bas à droite. Vous pouvez ouvrir plusieurs terminaux en faisant un petit plus ou simplement là dans backend, on fait un révéler, non, ouvrir dans le terminal. Donc là, je fais un nodemon serveur
pour le lancer, et ce que je fais c'est que je le renomme en faisant F2 ou alors clic droit renommer, je l'appelle back. L'intérêt c'est que c'est plus pratique du coup de jongler dans le front et le back comme ça. Vous avez les console logs du back dans le back. Enfin voilà, je trouve que c'est plus pratique. Voilà, quelques petites astuces pour être à l'aise avec son environnement de développement. Comme tu le vois, j'ai ouvert deux fichiers, le fichier des routes pour les postes et le fichier des contrôleurs pour les postes. C'est les deux seuls fichiers que je montrerai en vidéo, hein. On voit qu'il y en a beaucoup d'autres. C'est les deux seuls morceaux de code que je montrerai. Je pense pas mâcher le travail en faisant ça parce qu'il y a quand même tout le reste. Mais ça permet de bien comprendre. Il faut que j'ai un support pour expliquer ce que j'explique. Sinon, je parle de back-end sans montrer le code, on ferme les yeux, c'est de la SMR et puis voilà quoi. Donc, on a un fichier route très classique. On a les routes CRUD pour les posts. On voit que j'ai les commentaires, j'ai le reste. Là, on parle des posts. On a les likes, les unlikes. On a les images. On a ça, c'est Multer. Donc on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. C'est Multer, si jamais une image, il y a Multer qui se déclenche. Et puis voilà. Si tu comprends pas ce qui est marqué là, va refaire un tour sur le cours Node Express. Et puis, eh bien, va également refaire la vidéo, voir la vidéo de From Scratch que je t'ai recommandé juste avant. Alors, on est maintenant sur le fichier post.controller.js. Comme tu peux le voir, le fait d'utiliser SQL au lieu d'utiliser Mongo ne change strictement rien à la structure d'une fonction, à la structure d'un middleware, à la structure de notre fichier contrôleur. On a nos res.statut qui terminent les requêtes, on a nos rec, res, next, on a vraiment, tout est pareil. La seule chose qui va changer, ça va être les requêtes. Donc les requêtes, on en a deux ici. En gros, une requête, typiquement une requête SQL, ce qu'il faut comprendre, c'est que on stocke la requête dans une constante, par exemple ici SQL insert image, on stocke la requête dans une constante, et après, lorsqu'on fait, donc la constante est une chaîne de caractères, une string, et lorsqu'on va faire la requête pour interroger notre base de données, eh bien on va faire un db.query. DB en fait, DB parce que j'ai exporté DB dans mon fichier de config, j'ai configuré ma base de données et donc je l'exporte en tant que DB. Mais sinon, il faudrait refaire à chaque fois, tu sais, recréer la connexion à la base de données, remettre l'adresse, l'URL, le mot de passe. Voilà, on évite, on ne crée pas plein de connexions à la base de données. On essaie de déclarer et de connecter cette base de données une seule fois et ensuite on la réutilise. Donc db.query, query qui permet de faire la requête. Et ensuite, eh bien, on peut avoir plusieurs paramètres. Donc on va commencer par ici, c'est plus simple. On a un db.query pour récupérer tous les postes. En premier paramètre, en fait, ce qu'on passe, c'est notre requête, donc SQL. Donc en fait, là, je pourrais très bien écrire directement à la place d'SQL, écrire ma requête, nanana. C'est juste une bonne pratique de la stocker dans une constante. On n'est pas obligé d'avoir un deuxième paramètre. On voit qu'ici j'ai mis un deuxième paramètre, c'est body. On n'est pas obligé, on va d'abord parler sans. On aura, après notre SQL, on aura notre callback, donc R et result. R, si jamais notre requête nous renvoie une erreur, s'il y a une erreur, eh bien on stoppe la requête parce qu'il y a une erreur. On pourrait même la console log pour voir de quoi elle retourne. Sinon, s'il n'y a pas d'erreur, eh bien on renvoie un statut 200 parce que la requête s'est bien passée et on fait un JSON de result. Ok, c'est encore moi, je suis allé un petit peu vite, donc je vais un peu préciser ce qu'il y a ici à l'écran. En fait, ce qu'il y a entre parenthèses, le R et result, vous savez, c'est une fonction de callback, c'est ce qui va s'exécuter une fois que la fonction aura été faite, une fois que l'appel à la base de données, une fois que la requête SQL aura été envoyée, on va recevoir en callback une erreur ou le résultat. Donc s'il y a une erreur, dans ce cas R est égal à true, donc if R. S'il y a une erreur, on renvoie un statut 404 et on peut même renvoyer l'erreur au format JSON. J'ai mis un throw R, c'est pour traiter l'erreur, on pourrait la traiter de manière beaucoup plus travaillée, là ça sert un petit peu à rien, mais j'ai pensé MVP, voilà, peu importe. S'il n'y a pas d'erreur, en fait, eh bien on fait un res.statut 200.json result. En fait, il faut comprendre, là on pourrait se dire que dans tous les cas, on va aller au res.statut 200, parce qu'il n'est pas dans un else, hein, il est dans la portée un peu plus globale. Le res.statut 200, il n'est pas dans un else, donc on pourrait croire qu'en fait if erreur va s'exécuter et ensuite dans tous les cas on va passer à res.statut 200, mais en fait non, car il faut bien se rappeler qu'avec Node, le premier res.statut ou le premier res qui ferme la requête, un res.end, un res.send ou un res.statut, ça va terminer le middleware, on passera pas à autre chose. Donc s'il y a une erreur, et bien en fait on passera pas au res.statut 200 parce que la requête aura déjà été terminée avec le res.statut 404. Voilà.
Si jamais on rentre pas dans le R, eh bien c'est le rest.statut 200 uniquement qui va s'exécuter et c'est à ce moment-là que la requête sera terminée. Ensuite, ce qui est important de faire pour chaque middleware, hein, si vous avez une erreur, avant de faire un rest statut 404, faites un console log de l'erreur. Vous faites un console log R juste avant le rest statut 404. Ça permettra de loguer l'erreur pour voir de quoi il retourne. Ça permettra de plus facilement débugger, en sachant que là, on n'est pas dans le front, donc le console log il s'affiche pas sur le navigateur. Le console log il s'affiche dans le terminal du back, c'est-à-dire le terminal depuis lequel vous avez lancé Node ou Nodemon. C'est ici que s'affichera l'erreur. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on met à l'intérieur du point JSON, là dans le backend, ce qu'on met à l'intérieur du point JSON, c'est ce qu'on veut renvoyer au front lorsqu'il va faire un appel API. Donc typiquement, si on est dans le front et qu'on fait un console log de la réponse de l'appel à l'API, et bien ce qui va s'afficher dans la console, ça va être ce qu'on a mis à l'intérieur du point JSON. Donc par exemple le result. Si on veut afficher les résultats d'un appel API, et bien il faut renvoyer au front result pour pouvoir l'afficher en tant que réponse de l'appel API dans le front. J'espère que c'est clair, vous verrez avec l'habitude, ce sera assez logique. Result en fait, c'est comme doc avec Mongo. C'est result, c'est ce que nous renvoie la requête. Donc là, si je fais un get all post, result va correspondre à tous les posts que ma base de données me renvoie. Après, moi, dans le front, bon ça on verra quand on parle du front, mais après dans le front, on fait une requête Axios ou fetch, on console log la réponse, et la réponse c'est ça, hein, c'est le result. Hein. Donc voilà, c'est pas très compliqué à comprendre, voilà, c'est du Node classique. On peut, comme je l'ai dit, mettre un deuxième paramètre à db.query, c'est ce que j'ai fait ici. En fait, on voit que là, dans cette requête, j'ai mis un point d'interrogation. Mettre un point d'interrogation, ça permet d'éviter ce qu'on appelle les injections SQL. Alors, si j'ai bien compris, ça permet d'aller interroger la base de données depuis le front, et on n'a pas très envie de faire ça parce que bah, ça compromet les données des utilisateurs, etc. Donc en fait, on met un point d'interrogation pour que la requête ne soit pas très précise, et ensuite on remplace ce point d'interrogation dans le back-end par ce qui se trouve dans le deuxième paramètre. Alors moi, vu que mon body, les clés qui se trouvent dans mon body sont exactement les mêmes au niveau de leur nom que ce qui se trouve dans la base de données, j'ai pas eu besoin de renommer. Mais là, au lieu de mettre body, je pourrais très bien écrire, encore une fois, ce qu'il doit y avoir dans la requête. C'est comme ça que fonctionne SQL. Après, moi, donc, forcément, vous allez devoir apprendre SQL. Il y a le cours dont je vous ai parlé sur Open Classroom qui est très bien. Mais il y a également la chaîne de formation vidéo dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le mec, il est trop fort, il fait des vidéos sur tous les langages. Et il a une playlist qui est ici sur SQL. Donc moi, on voit que j'ai suivi pas mal des vidéos. C'est incroyable. C'est incroyable parce que en suivant cette vidéo, vous allez tout comprendre à SQL. En fait, ce qui est bien avec la chaîne de formation vidéo, c'est que on voit bien en profondeur tous les concepts importants. Toutes ne sont pas importants, hein. Bon, les premières sont importantes, mais je veux dire, bon, modifier, supprimer, c'est important, mais fonction d'agrégation, moi j'ai pas utilisé ça. Sous requête, j'ai pas utilisé. Les jointures sont importantes, mais voilà. Il y a des choses qui sont importantes, il y en a qui ne le sont pas, donc à piocher, à voir selon ce dont vous avez besoin. Mais vous ne ferez pas d'erreur en suivant les vidéos de formation vidéo de Jason Champagne, il s'appelle, je crois. Donc moi, c'est vraiment ce que je vous recommande pour apprendre SQL. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec SQL, donc SQL c'est un langage, mais il y a plusieurs, ce qu'on appelle des SGBDR, des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Il y a plusieurs clients, en fait, plusieurs logiciels pour utiliser SQL. Le plus connu, c'est MySQL, c'est celui que j'ai utilisé, mais il y en a d'autres, il y a Postgre, il y a SQLite. Ce qu'il y a, c'est que chacun de ces clients, chacun de ces SGBDR, ont leur spécificité et ont parfois leur propre syntaxe et leur propre commande. C'est-à-dire que si vous utilisez MySQL, il y a peut-être des commandes qui sont utilisables avec MySQL, qui ne seront pas utilisables sur un autre SGBDR. Donc en fait, ce qui est bien dans cette formation-là, dans ce cours, dans cette playlist-là, c'est qu'on apprend uniquement des commandes globales d'SQL qui fonctionnent quel que soit le client SQL que vous allez utiliser. Vu qu'on fait que des choses simples, on n'a pas besoin d'aller apprendre les commandes compliquées, spécifiques à chaque SGBDR. On peut utiliser les commandes universelles d'SQL, et de toute façon, hein, maintenant vous commencez, on est au P7, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Vous savez pas comment est-ce qu'on fait pour supprimer une requête, pour supprimer quelque chose dans une base de données, et bah vous faites un SQL remove from db, et puis vous allez trouver, voilà, c'est delete, voilà, bon, on voit que j'ai cherché, c'est delete, et vous faites ça, hein, il y a delete, update, insert into, bref, vous cliquez, vous trouvez la syntaxe, elle est ici, et puis vous savez comment faire votre requête, hein, typiquement c'est ça. Avant qu'on termine avec SQL, je vais vous recommander quelque chose qui va vous être très utile, c'est que tout comme
il est possible avec Mongo d'avoir sa base de données de manière visuelle, organisée en colonnes et tout, sans passer par la ligne de commande. Il est possible de faire pareil avec SQL. Donc pour ça, il faut télécharger phpMyAdmin qui permet de... Alors je sais pas comment... Ça fait longtemps que je l'ai, je sais même plus comment j'ai fait pour l'avoir. Mais vous vous démerdez, vous cherchez et vous trouvez et vous installez phpMyAdmin et vous allez pouvoir avoir votre base de données de manière visuelle, de manière ordonnée. Ça évite de devoir, lorsque vous devez vérifier si une commande a marché, devoir trouver la bonne requête pour vérifier si la commande a marché. C'est bon, au bout d'un moment, tu perds trop de temps, ça permet de gagner du temps et c'est super. phpMyAdmin, ça permet donc, il y a majoritairement trois boutons. Hein. C'est parcourir, pour parcourir tout ce qui se trouve dans une table. Moi j'ai ma table post par exemple, il y a tous mes posts. Le bouton structure qui montre comment est-ce que j'ai paramétré chaque champ de ma table. Donc tout ça, si vous ne comprenez pas, je ne vais pas vous expliquer, allez voir les vidéos de Jason Champagne et allez voir le cours sur Open Classroom, et il faut paramétrer ça correctement. Et enfin, cet onglet-là qui permet de faire des requêtes. Chose très importante, et c'est ce qui est très important à comprendre avec SQL, c'est que SQL ne fonctionne pas comme Mongo. Je répète, SQL ne fonctionne pas comme Mongo. Ok, je répète une dernière fois, SQL ne fonctionne pas comme Mongo. Pourquoi est-ce que je répète ça? On parle d'une base de données relationnelle. Et jusqu'à présent, moi je me disais, mais ok, bah c'est comme Mongo, c'est juste un peu différent. Mais non, on se rend compte quand on fait l'erreur que ça marche pas du tout pareil. Je m'explique. Pour le principe des likes, donc là voilà, ma base de données, je montre encore une fois, vous verrez que les posts, je ne montrerai pas le reste. Chaque post contient des likes. Vous avez vu hein, quand je vous ai montré, bon je suis déconnecté, mais chaque post on peut les liker. Sur MongoDB, comment on ferait ça? On aurait notre document, une occurrence d'un post, et parmi toutes les clés du post, il y aurait une clé qui s'appellerait like, et comme valeur, elle aurait un tableau qui contient tous les users, tous les user ID qui ont mis des likes. C'est ce qu'on fait pour le P6, c'est ce qu'on fait dans la vidéo de From Scratch. C'est comme ça que ça marche. Avec MySQL, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on voit que là, j'ai mis une colonne, donc un champ like dans ma table post, mais on voit qu'elle est vide. Parce qu'en fait, je l'ai créée, mais en fait, elle sert à rien. On voit qu'elle est toute vide, on voit qu'il n'y a aucune valeur dedans. Il faut pas faire pareil. Il faut pas stocker des user ID dans le tableau like, parce que en fait, les likes vont être une table à part entière. On voit que les likes sont là, ils sont une table à part entière. Tout comme les commentaires. En temps normal, vu qu'un commentaire, tout comme les likes, font forcément partie d'une publication, il n'y a pas de commentaire en dehors d'une publication, on aurait là un champ, une colonne commentaire, qui aurait le commentaire, il aurait son propre ID, son propre auteur et tout. Là, non. On crée une table comment, on crée une table user, on crée tout ce qu'on stocke est une table, contrairement à Mongo. Et comment est-ce qu'on fait ensuite? Parce qu'en fait, ça marche, moi voilà, je l'ai fait à la base, ça peut fonctionner, mais c'est vraiment de la magouille, du bidouillage, c'est pas fait pour fonctionner comme ça. Et si on stocke les user ID dans un tableau de like, sur les grosses applications avec une grosse base de données, ce sera pas du tout performant. SQL n'est pas fait pour fonctionner comme ça. Donc pour lier un like à un post, il va falloir que dans likes, il y ait tous nos likes, peu importe le commentaire ou le post, on aura une liste de tous nos likes. Et parmi les champs que contient, dans la structure d'un objet like, on aura un champ post ID qui contiendra l'ID du post auquel il est lié. Et après, il faudra adapter nos requêtes SQL pour aller chercher uniquement les likes, donc dans la table likes, la colonne post ID qui est égale au post ID qui a été reçu, par exemple, dans les paramètres de la requête. C'est comme ça qu'il va falloir faire. Bon, maintenant on sait faire nos requêtes, c'est bien beau, mais où est-ce qu'on les teste? Puisque nous on commence par faire le back-end. Alors, plusieurs solutions. Si vous avez suivi le projet de From Scratch dont je vous ai parlé, vous allez utiliser Postman tout le temps, donc vous saurez comment ça marche. Mais sinon, tout simple, ce qu'on peut faire, c'est directement aller dans ici l'onglet SQL et écrire ici notre requête, et on va voir les résultats que nous retourne la requête. Donc moi par exemple, je vais récupérer la requête qui se trouve ici parce qu'il n'y a aucune expression JavaScript à l'intérieur. Je la colle ici, j'exécute, et là j'ai ma réponse. En gros, là ce qui est écrit ici, c'est exactement ce que vaut result, et c'est exactement ce que je renvoie à mon front. À mon front, je lui renvoie tout ça, et après dans mon front, je vais pouvoir afficher le bon nom au bon endroit, le bon message, etc. C'est ça le result. Ok, vous n'auriez pas encore compris. Donc c'est très pratique pour tester nos requêtes. Moi j'ai tout fait ici, et ma foi, ça marchait très bien. D'ailleurs, si la requête ne marche pas et que vous n'êtes pas sûr que ça vient de la requête, que ça vient peut-être de votre back-end ou autre,
exécutez votre requête ici. Ça isolera toutes les possibilités d'un problème qui viendrait de Node ou autre. Au moins, vous êtes sûr que si la requête marche, vous aurez les résultats ici. Bon, on a fait une grosse partie sur SQL. De quoi on va parler maintenant? On va parler de toutes les dépendances qui sont liées à Node, dont on a besoin. JSON Web Token, Multer, principalement les deux là, Bcrypt également. Alors, je vais pas m'attarder très longtemps dessus parce que on le fait, c'est pas pour rien que je vous recommande la vidéo de From Scratch, c'est parce que c'est expliqué en long, en large et en travers dans sa vidéo. On le voit pendant le P6, mais en gros, on va commencer par JSON Web Token. C'est un middleware qui va s'exécuter, en fait, si on va sur nos routes, à chaque fois qu'il y a une requête qui est exécutée, avant d'exécuter la fonction dans le contrôleur qui lui est associé, on va d'abord vérifier que la personne est bien authentifiée et qu'elle a bien le droit de faire ça. Donc pour ça, eh bien, on importe notre middleware, je l'ai appelé hôte parce que c'est une convention. Et si on va voir du coup hôte, rien de nouveau, c'est exactement comme sur le P6. On vérifie le token. Alors le token, moi, je le stocke dans les cookies. Vous n'êtes pas obligé. J'ai fait ça parce que dans la vidéo de From Scratch, on apprend à faire comme ça, mais c'est plus simple d'y stocker dans le local storage. En fait, il y a des avantages et des inconvénients. Si vous y stockez dans les cookies, il faudra que vous mettiez des paramètres à vos cookies, HTTP only, des choses comme ça pour les sécuriser, mais c'est tout à fait valable. L'avantage, c'est que les cookies, on peut les récupérer, ils sont envoyés automatiquement avec chaque requête, on reçoit des cookies. Il faut juste les parser, il faut télécharger une dépendance pour ça, pour parser des cookies pour y avoir accès dans notre rec ensuite, mais ça permet d'y avoir automatiquement à chaque requête. Donc à chaque requête, je vérifie les cookies, voilà, est-ce qu'il y a le JSON Web Token, est-ce qu'il correspond à ce qui est attendu? Si oui, on passe à Next. Donc on passe à Next, on passe au prochain middleware. Sinon, eh bien, on ne se pose pas de questions. S'il y a un quelconque problème, on vide le cookie, on vide tout et on met 401 non autorisé. Et vraiment rien de bien fou. Ok, c'est encore moi, décidément il y a beaucoup de choses à préciser. Alors, premièrement, on voit que je fais un rec.cookie. Alors je l'ai précisé mais je me suis pas attardé dessus. Comme je l'ai dit, pour avoir accès aux cookies, il faut les parser. On n'a pas accès, si on fait un console log de rec, on n'aura pas de cookies. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est de la même manière qu'on utilise un body parser pour parser le body et avoir accès à rec.body, il faut utiliser quelque chose pour avoir accès aux cookies. Je vous laisserai chercher quoi faire, c'est vraiment pas compliqué. En parlant de cookies, justement, moi je vous conseille dans la mesure du possible d'utiliser le local storage et d'utiliser la méthode du P6 pour envoyer un token, c'est-à-dire mettre le token dans les paramètres de requête au niveau de autorisation, vous savez, avec bearer, split, et on récupère le token comme ça. Je trouve que c'est plus simple parce que moi les cookies, bon, j'avais jamais utilisé, mais j'ai eu beaucoup de galères. Déjà des galères avec Cors parce que j'ai dû paramétrer des choses spécifiquement pour les cookies. Ensuite avec Axios, il fallait mettre des paramètres de requête pour que les cookies fonctionnent, et puis en plus de ça, en fonction des paramètres qu'on met aux cookies, je vous ai dit il y a HTTP only, mais il n'y a pas que lui, il y a SebSit, il y a Secure et tout, ça peut faire qu'on rate des choses, enfin bref, beaucoup de problèmes avec ces cookies. Moi j'ai vraiment passé beaucoup de temps dessus. Voilà, dans la mesure du possible, je vous conseille d'utiliser le local storage et d'utiliser la méthode qu'on a vue dans le cours sur Node. Ensuite, on voit que je fais un REST statut 204. Alors, de manière générale, 204 c'est pas le code le plus approprié, donc ne vous inspirez pas forcément de ça. Un statut 200 aurait suffi, mais moi de la manière dont j'ai traité mes erreurs en fonction de si une requête échoue ou non, au niveau de mon front en fait, c'était plus pertinent de mettre un code 204 pour ça. C'est vraiment un choix que j'ai fait, c'est pas le plus pertinent, mais c'était plus efficace de la manière dont j'avais organisé mon front. Deuxièmement, et puis c'est encore une fois c'est lié, alors oui, déjà aussi Clear Cookie, bon ça porte bien son nom. Clear Cookie permet, en fait, s'il y a une erreur au niveau du token contenu dans le cookie, eh bien il y a un problème d'authentification, on supprime le cookie, voilà, on se prend pas la tête. Mais ce que je voulais rajouter également par rapport au code, l'erreur 401, dans la mesure du possible, encore une fois, on évite de renvoyer une erreur 401 quand on connaît la raison de l'erreur. On va plutôt renvoyer un code 200 et préciser l'erreur dans le JSON, et ensuite, eh bien, bien sûr, on ne renvoie pas les choses qui sont sensibles. En fait, le truc, c'est que si vous faites par exemple un REST statut 400 et que vous mettez quelque chose dans votre JSON, au niveau du front, tout ce que le front va comprendre, c'est que la requête a abouti sur un 400, donc sur une erreur, et donc ne va pas envoyer ce qui se trouve à l'intérieur du JSON. Donc si vous voulez renvoyer un message particulier, si vous voulez traiter vos erreurs par exemple et renvoyer un message pour préciser le problème, si vous faites ça avec une erreur 401, au niveau du front, vous aurez une erreur comme quoi la requête n'a pas d'abouti et vous comprendrez même pas d'où ça vient. Il vaut mieux faire un statut 200
et préciser le message d'erreur au niveau du JSON. Voilà. On évite de mettre des 400, en fait ça empêche de pouvoir traiter correctement l'erreur derrière parce qu'on ne pourra pas récupérer le contenu du JSON depuis le front. Et également Multer. Alors Multer c'est un petit peu plus compliqué. Je vous mettrai quelques ressources en description pour bien comprendre comment fonctionne Multer. Mais Multer, il y a une chose primordiale à comprendre avec Multer. D'ailleurs le code pour Multer, je vais le laisser entièrement parce que c'est ni plus ni moins que ce qu'on trouve dans la doc, c'est ni plus ni moins que ce que j'ai copié-collé moi-même d'une vidéo YouTube, c'est ni plus ni moins que le code de base de Multer. Il n'y a pas à l'inventer, il n'y a pas à le chier, c'est vraiment, il suffit juste de le chercher, de le copier quoi. C'est comme ça que ça marche, on ne peut pas l'inventer. On utilise Pass parce que c'est très pratique avec Multer, ça permet de gérer les URL de manière relative, de manière dynamique. C'est très pratique. On crée notre storage qui va être la configuration de comment est-ce qu'on enregistre l'image sur le disque. On lui met la destination, moi j'ai mis image et post parce que c'est dans image et dans post que je stocke mes images. Et le file name, c'est une convention, c'est pas forcément, c'est une bonne pratique. L'image, on la renomme avec la date actuelle, très précise, à la seconde près, plus le nom du fichier original. Ça permet d'être sûr qu'on n'aura pas de doublons. Donc ça fait un fichier un peu illisible, mais au moins c'est secure. On crée ça dans une constante, on lui met la fonction storage. Alors là je pense que je pourrais enlever storage comme ça. Normalement JavaScript le permet. Je vais quand même y mettre, on exporte et ensuite on importe, upload. Si jamais il y a une image, on utilise Multer pour la traiter. Ce qu'il faut bien comprendre avec Multer, parce que je suis allé un petit peu vite volontairement pour vous laisser chercher, ce qu'il faut bien comprendre avec Multer, c'est que Multer ça permet uniquement, et ça permet vraiment uniquement, de stocker une image sur votre serveur. C'est-à-dire Multer, vous êtes sûr que Multer fonctionne correctement une fois que vous arrivez à enregistrer vos images là où vous avez défini qu'elles devaient être enregistrées. C'est tout ce que permet de faire Multer. Multer ne permet pas de stocker l'image en base de données, Multer ne permet pas d'afficher l'image lors d'une requête. C'est vraiment Multer, moi j'avais des confusions au début, Multer c'est juste enregistrer l'image sur le serveur dans nos fichiers. Pour stocker l'image en base de données, alors on stocke pas l'image en base de données, on fait pas ça, on stocke l'URL. Pour stocker l'URL de l'image dans la base de données, s'il y a une image dans le post qui vient d'être créée, on écrit ce qu'il faut pour qu'on crée la requête, pour enregistrer l'URL de l'image, vu que l'image sera créée, donc on peut trouver son URL, et on la stocke dans la base de données. Voilà, c'est vraiment en deux temps. D'abord, Multer enregistre l'image sur VS Code, et ensuite, nous, de manière indépendante, on va aller enregistrer l'URL de l'image, parce qu'on possédera l'image, dans la base de données. Voilà, donc là, dans la table image, dans la structure de la table image, il y aura un champ URL de l'image. Il y aura aussi un champ pour le post auquel il est lié. Donc ça c'est un petit bonus. Donc voilà, seule chose, Multer en fait stocke l'image, mais c'est pas pour autant que l'image est rendue. Ce qu'il y a, c'est que lorsque l'image est enregistrée sur le serveur, c'est pas pour autant que l'image est servie, on va dire, par le serveur. L'image, en fait, elle est enregistrée, mais elle n'est pas servie en cas d'appel API. C'est-à-dire que si on veut la récupérer, on ne pourra pas la récupérer comme ça. En fait, on peut s'en rendre compte assez facilement d'ailleurs. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est voir si nous, on a accès à l'image quand on va sur l'API. Donc, donc où est-ce qu'elle se trouve mon image? Qu'est-ce que c'est l'URL de mon image? C'est le serveur, parce que mon serveur, il est ici. Serveur, /image, /post, le nom de mon image. Donc, je vais l'enregistrer, je vais le copier plutôt. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller sur le navigateur et faire mon serveur, http://localhost. Donc moi je suis sur port 4200, localhost 4200, on avait dit image, /post, comme ça. Alors ça marche pas, alors il y a un S à post, mais ça marche toujours pas. Et ça en fait c'est ce que vous aurez quand vous allez enregistrer vos images. Si vous allez les chercher, vous ne pourrez pas la trouver sur votre navigateur. En fait ce qu'on fait là c'est exactement comme si on faisait un appel à l'API classique, c'est-à-dire API/post par exemple, qui me renvoie tous mes posts. Alors pourquoi est-ce que quand on le fait avec l'image ça marche pas? Parce qu'on n'a pas créé de route, ça c'est une route que j'ai créée pour afficher mes posts, mais on n'a pas créé de route pour rendre l'image. Et en fait ce que fait SRC, quand dans un HTML on met un SRC et qu'on met le lien d'une image, SRC en fait ça fait un appel à l'API. Donc il faut que l'image soit rendue d'une manière ou d'une autre. Et pour ça, c'est pas à nous de créer la route comme on a fait pour API/post. Il faut pour ça utiliser un middleware. Alors ça va être cadeau parce que j'ai beaucoup galéré dessus.
il va falloir utiliser Express Static, qui permet de rendre l'image quand il y a un appel API qui est fait. Donc je vais être volontairement vague pour quand même vous laisser chercher pourquoi est-ce qu'ici il y a image, pourquoi il y a ça. Mais il faut utiliser Express Static avec les bonnes choses écrites ici pour que l'image soit rendue. Et donc maintenant, si je fais un F5, on voit que mon image est rendue. Alors c'était pas la bonne image, par contre c'était celle-là, CTRL C, c'était cette image-là. Voilà. Là, les images sont rendues, et donc quand on fait un SRC depuis le front, on va pouvoir récupérer notre image. Pour le reste, Bcrypt et tout, je vais pas me perdre de temps là-dessus parce que la vidéo commence à être longue. C'est vraiment comme le P6, il n'y a vraiment rien qui change. L'utilisation d'SQL à la place de Mongo ne change absolument rien. Bon, la vidéo aura été assez longue. J'ai fait en sorte de vous parler de ce qui m'a fait galérer moi et de vous donner les astuces quand elles étaient pertinentes. N'oubliez pas que le plus important pour réussir ce projet, vraiment, mais vraiment, c'est de faire le projet avec From Scratch, le petit réseau social. Ça va vous prendre 2 jours et vous allez tout comprendre. Voilà, je me répète, mais c'est pas pour rien que j'ai eu autant de facilité sur le back-end et que j'ai autant galéré sur le front. Voilà. Donc, suivez le projet. Voilà, je vous remets la photo, le lien quelque part. Ça va vous aider. Et vous verrez qu'en fait, si là, tout ce que je vous ai dit, ça vous paraît compliqué, ça va vous paraître clair comme de l'eau de roche une fois que vous aurez fait son projet. Bon, c'était la vidéo du back-end sur le P7, la partie 1. La partie 2 sortira probablement dans 2 semaines, le temps que je passe ma soutenance. On va parler du front, on va parler du coup de la soutenance, vu que je l'aurai fait. On va voir si je l'ai réussi ou pas. On va parler de tout ce qui est important. Alors moi, vu que j'ai fait React, je vais parler de React. Si vous êtes parti sur React, ça vous aidera probablement. Bon, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, vous mettez des commentaires. Voilà, vous vous entraidez. C'est super, les gens vous répondront. Moi, je vous répondrai si je peux. Si c'est pas trop tricky, je vous répondrai. Si vous avez des remarques, mettez un commentaire. Si la vidéo vous a plu, un petit like. Et si bon, je pense que du coup, tu es chez Open Classroom vu que tu regardes cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On va continuer à parler d'Open Classroom. Même quand la formation sera finie, je vais continuer à donner des bons conseils, etc. Abonne-toi. Et puis, ma foi, je te souhaite bon courage pour ce P7. Et on se retrouve d'ici 2 semaines pour la vidéo sur le front. Allez, ciao!